Imagine un instant que tu fermes les yeux ce soir, que tu t'endormes sans difficulté, que tu dors 7 ou 8, peut-être même 9 heures. Et que demain matin, au réveil, tu te sentes exactement aussi épuisé qu'avant de fermer les paupières. Pas un peu fatigué, vraiment épuisé, comme si le sommeil n'avait servi à rien. Comme si ton corps avait dormi, mais que quelque chose en toi, quelque chose de plus profond n'avait pas eu le droit de se reposer. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu reconnais cette sensation? Si c'est le cas, je voudrais que tu saches quelque chose dès maintenant, avant même que nous allions plus loin ensemble. Tu n'es pas seul, et non, tu n'es pas en train de devenir folle. Que tu vis ça ou non, une explication et surtout une issue. Je suis Christophe André, psychiatre et psychothérapeute, et depuis plus de 30 ans, j'accompagne des hommes et des femmes qui viennent me voir avec des mots très semblables. Ils disent « je dors mais je ne récupère pas ». Ils disent « je me réveille déjà fatigué ». Ils disent « ah, je ne comprends pas ce qui m'arrive ». Et souvent dans leur regard, il y a une sorte de honte discrète, comme s'ils se reprochaient de ne pas savoir se reposer. Comme si se sentir épuisé après une nuit de sommeil était une faiblesse personnelle, un défaut de caractère. Aujourd'hui, je voudrais qu'on explore ensemble ce phénomène. Pas de manière technique, pas avec des termes compliqués qui créent une distance entre toi et ce que tu ressens, mais d'une manière simple, humaine, proche. Parce que comprendre pourquoi tu te sens fatigué même après avoir dormi, c'est comprendre quelque chose d'essentiel sur toi-même, sur la façon dont tu fonctionnes, sur ce que ton corps et ton esprit essaient de te dire depuis peut-être longtemps. Et je crois profondément que cette compréhension, elle seule, peut déjà commencer à changer les choses. Alors installe-toi confortablement. Prends quelques secondes pour poser ce que tu portais avant d'appuyer sur Play et laisse-moi t'accompagner dans cette exploration. Nous allons parler du sommeil, bien sûr. Mais nous allons surtout parler de ce qui se passe au-delà du sommeil, de la fatigue émotionnelle, de la fatigue mentale, de la fatigue de l'âme, si tu me permets cette expression. Et nous allons parler de toi, de ta vie, de ces petites habitudes invisibles qui, jour après jour, vident ton énergie sans que tu t'en rendes vraiment compte. Commençons par une question simple, mais dont la réponse est souvent beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît. Qu'est-ce que le repos? Vraiment, quand on pense au repos, on pense immédiatement au sommeil. C'est naturel. Le sommeil est la forme de repos la plus visible, la plus concrète, celle que la société reconnaît et valorise. On dit « tu as besoin de dormir davantage » comme si dormir plus était la solution universelle à toute forme d'épuisement. Mais voilà ce que des décennies de pratiques cliniques m'ont appris. Le sommeil et le repos, ce ne sont pas la même chose. Le sommeil est une fonction biologique. Le repos, lui, est un état global. Un état dans lequel le corps, certes, mais aussi l'esprit, les émotions, les pensées, les tensions intérieures, tout cela peut enfin se relâcher. Et si cet état global n'est pas atteint, si quelque chose en toi reste en tension pendant que tu dors, alors tu peux dormir 10 heures et te réveiller épuisé, parce que tu n'auras pas vraiment récupéré. Laisse-moi te donner une image. Imagine un ordinateur qui reste allumé la nuit avec des dizaines de programmes ouverts en arrière-plan. Tu n'utilises pas l'ordinateur, tu ne regardes pas l'écran, mais la machine, elle continue de travailler, elle consomme de l'énergie, elle chauffe. Et le matin, quand tu veux l'utiliser, la batterie est à moitié vide, parfois complètement à plat. Eh bien, nous fonctionnons un peu comme cet ordinateur. Notre corps peut être allongé, les yeux fermés dans l'obscurité, mais notre esprit, lui, continue parfois de tourner à plein régime. Et c'est là que commence notre exploration. Parce que la question n'est pas seulement est-ce que tu dors assez, mais est-ce que quelque chose en toi continue de travailler pendant que tu dors? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela peut se produire et je voudrais les explorer avec toi, une par une, avec soin, avec douceur, parce que chacune d'elles touche quelque chose d'intime dans la façon dont tu vis ta vie. La première raison, celle que je rencontre le plus souvent dans mon cabinet, c'est ce que j'appelle la fatigue émotionnelle non digérée. Nous vivons des choses. Chaque jour, nous vivons des choses. Des conversations difficiles, des inquiétudes silencieuses, des petites déceptions que nous ne nous autorisons pas à vraiment ressentir parce que nous n'avons pas le temps, parce que ce n'est pas grave, parce qu'il faut avancer. Et toutes ces émotions que nous n'avons pas prises le temps de traverser s'accumulant quelque part en nous. Elles ne disparaissent pas, elles attendent. J'ai rencontré une femme, appelons-la Marie, qui venait me voir pour ce qu'elle décrivait comme un épuisement chronique incompréhensible. Elle dormait bien, elle mangeait bien, elle faisait du sport. Et pourtant, chaque matin, elle se levait avec cette sensation de plomb dans les membres, cette lourdeur qui ne la quittait jamais vraiment. En parlant avec elle, j'ai découvert qu'elle portait depuis des années une inquiétude profonde pour l'un de ses enfants, une inquiétude qu'elle n'avait jamais vraiment laissé exister parce qu'elle s'était dit que s'inquiéter ne servait à rien.
qu'il fallait être forte, qu'il fallait continuer. Mais l'inquiétude, elle, ne s'était pas résignée à disparaître. Elle était là, tapie sous la surface, consommant silencieusement une énergie considérable. Voilà ce que font les émotions non digérées. Elles ne dorment pas avec toi, elles restent éveillées et elles te coûtent. Le travail émotionnel, c'est-à-dire le fait de reconnaître ce que l'on ressent, de lui donner de l'espace, de le traverser, est l'une des activités les plus énergivores que nous puissions faire. Et quand nous ne le faisons pas consciemment, quand nous repoussons nos émotions, notre cerveau continue de le faire pour nous la nuit pendant le sommeil. C'est en partie à ça que servent une certaine phase du sommeil, notamment le sommeil paradoxal, le fameux REM, à traiter les expériences émotionnelles de la journée. Mais si la charge émotionnelle est trop lourde, si les émotions sont trop intenses ou trop nombreuses, ce traitement nocturne ne suffit pas et tu te réveilles avec le sentiment que la nuit n'a pas suffi. Alors je voudrais te poser une question et je t'invite à y répondre honnêtement. Pas pour moi, mais pour toi. Est-ce que tu prends le temps dans ta journée de reconnaître ce que tu ressens? Pas de l'analyser, pas de le résoudre, juste de le reconnaître. De te dire là je suis inquiète, là je suis triste, là je suis déçue. Ce geste simple, ce petit moment d'honnêteté intérieure peut sembler insignifiant. Mais il est en réalité profondément libérateur, parce qu'une émotion reconnue n'a plus besoin de crier pour attirer l'attention. Passons maintenant à une deuxième raison très liée à la première, mais qui a ses propres caractéristiques. Je veux te parler de ce que les chercheurs appellent la charge cognitive et que moi j'aime appeler le bruit mental. Tu connais ce bruit? Ce flux incessant de pensées qui ne s'arrête jamais vraiment? Les listes de choses à faire, les conversations que tu rejoues dans ta tête, les décisions que tu dois y prendre, les problèmes que tu essaies de résoudre, les scénarios, ce que tu anticipes, les regrets que tu révisites. Ces bruits-là, ils ne s'arrêtent pas forcément quand tu fermes les yeux, et même quand tu dors, il peut continuer en sourdine comme une radio mal éteinte. Notre cerveau a une capacité limitée d'attention et de traitement de l'information. Cette capacité, on peut l'appeler la bande passante mentale. Et dans notre monde contemporain, cette bande passante est constamment sollicitée, constamment saturée. Les notifications, les informations, les responsabilités, les décisions à prendre à chaque instant de la journée, tout cela consomme des ressources cognitives considérables. Et quand nous arrivons au moment de dormir, notre cerveau est souvent encore en mode traitement. Il n'a pas reçu le signal clair qu'il peut s'arrêter. J'ai un ami, médecin lui aussi, qui me disait un jour « Je me couche et je fais le tour de tous mes patients dans ma tête. Je vérifie si j'ai bien fait tout ce que je devais faire. Et quand j'ai fini, j'en recommence. » Il dormait, mais son cerveau lui faisait des rondes toute la nuit. Ce phénomène est extrêmement courant. Et il est particulièrement présent chez les personnes qui ont un sens aigu des responsabilités, chez celles qui prennent soin des autres, chez celles qui ont du mal à déléguer ou à lâcher prise. Ce ne sont pas des défauts, ce sont souvent des qualités poussées à l'extrême, des qualités qui se retournent contre leur possesseur. Et voilà quelque chose d'important que je voudrais te dire. Si tu te reconnais dans cette description, si tu es quelqu'un qui pense beaucoup, qui anticipe, qui prend soin, qui gère, alors ta fatigue n'est pas un mystère. Elle est la conséquence logique d'un cerveau qui travaille trop longtemps sans pause véritable. La solution n'est pas de penser moins parce que c'est impossible et parce que ces qualités font partie de qui tu es. La solution est d'apprendre à créer des espaces de silence mental, des moments dans la journée où tu donnes à ton cerveau la permission de ne rien traiter, des moments de repos cognitif. Et nous reviendrons sur comment faire cela concrètement un peu plus tard. Si ce contenu te touche, si tu te reconnais dans ce que je décris, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. Cette conversation, elle se prenne du temps à préparer et savoir qu'elle t'atteigne vraiment, c'est ce qui me donne envie de continuer. Revenons à notre exploration. Nous avons parlé de la fatigue émotionnelle et du bruit mental. Je voudrais maintenant aborder quelque chose que peu de gens associent spontanément à la fatigue, mais qui est, à mon sens, l'une de ses causes les plus profondes et les plus méconnues. Je veux parler du manque de sens. Oui, tu as bien entendu, le manque de sens fatigue. Voici ce que j'observe régulièrement des personnes qui dorment bien, qui ont une hygiène de vie correcte, qui ne souffrent pas de dépression caractérisée et qui pourtant se sentent constamment vidées. Et quand on creuse, quand on prend le temps d'explorer vraiment leur quotidien, on découvre souvent qu'elles vivent des journées qui ne les nourrissent pas. Des journées remplies d'activités qui ne leur parlent pas, de tâches qui ne les touchent pas, de relations qui ne les sustentent pas. Notre énergie psychique fonctionne d'une manière fascinante. Elle n'est pas seulement consommée par ce que nous faisons, elle est aussi régénérée par ce que nous faisons. Quand nous faisons quelque chose qui a du sens pour nous, quelque chose qui correspond à nos valeurs, à ce que nous aimons, à ce qui nous importe vraiment, nous ne nous épuisons pas de la même manière.
Nous pouvons même nous sentir revitalisés après une journée intense si cette journée était alignée avec ce qui compte pour nous. À l'inverse, des journées passées à faire des choses qui ne nous correspondent pas, même des choses légères, même des choses peu exigeantes physiquement ou intellectuellement, peuvent nous laisser dans un état de vide et d'épuisement profond. Il y a un terme en psychologie pour décrire cet état, l'anédonie. C'est l'incapacité à éprouver du plaisir, à être touché par ce qui nous entourait autrefois. Et l'anédonie est épuisante parce qu'elle nous prive de ces petites recharges d'énergie que sont les moments de joie, d'intérêt, d'enthousiasme. Je me souviens d'un homme, appelons-le Thomas, qui venait me voir pour un épuisement qu'il ne comprenait pas. Il avait un bon travail, une famille aimante, une vie objectivement confortable. Et il se sentait épuisé, vide, comme si quelque chose lui avait été retiré sans qu'il sache quoi. En explorant son histoire, nous avons découvert qu'il avait abandonné progressivement, sans vraiment s'en rendre compte, toutes les activités qui lui donnaient de la joie, la musique qu'il pratiquait depuis l'enfance. Les longues promenades en nature, les lectures qu'il emportait loin, il avait sacrifié tout cela sur l'autel de la productivité et des responsabilités. Et sans ces sources de nourriture intérieure, il s'était peu à peu vidé. Quand il a recommencé à jouer de la guitare, même 20 minutes le soir, quelque chose a changé en lui. Pas immédiatement, pas spectaculairement, mais progressivement, comme une plante à qui l'on redonne de l'eau. Ce que cette histoire nous enseigne, c'est que le repos ne suffit pas si nous ne nous nourrissons pas. Nous avons besoin de dormir, oui, mais nous avons aussi besoin de moments de joie, de beauté, de connexion, de sens. Sans ces moments, nous nous vidons, même si nous dormons bien. Alors voici une question que je t'invite à explorer. Est-ce que ta vie contient suffisamment de moments qui te nourrissent vraiment ? Pas des moments de détente passive, pas des heures passées à faire défiler des images sur un écran, mais des moments de nourriture intérieure véritable. Des moments où tu te sens vivante, présente, touchée par quelque chose. Si la réponse est non ou si elle n'est pas assez, alors nous avons peut-être trouvé une partie de l'explication de ta fatigue. Continuons notre chemin, je voudrais maintenant te parler d'un phénomène que j'appelle la fatigue de la vigilance. Et je crois que c'est l'une des formes de fatigue les moins comprises et les plus répandues dans notre époque. Nous vivons dans un monde qui demande une vigilance constante. Pas une vigilance physique comme nos ancêtres qui devaient surveiller l'horizon pour repérer des dangers, mais une vigilance sociale, relationnelle, professionnelle. Une vigilance qui nous demande d'être constamment attentifs à ce que nous disons, à ce que nous faisons, à l'impression que nous donnons, aux attentes des autres, aux signaux que nous envoyons et recevons. Cette vigilance est épuisante, et elle est d'autant plus épuisante qu'elle est souvent inconsciente. Nous ne nous disons pas « je suis en train d'exercer une vigilance sociale intense ». Nous le faisons automatiquement sans même nous en rendre compte. Et pourtant, notre cerveau, lui, sait très bien ce qu'il fait et il consomme une énergie considérable pour le faire. Cette forme de fatigue est particulièrement intense chez les personnes qui ont grandi dans des environnements imprévisibles ou exigeants. Celles qui ont appris très tôt à surveiller l'humeur des autres, à anticiper les réactions, à s'adapter constamment pour maintenir la paix ou éviter le conflit. Ces personnes-là ont développé un système d'alerte intérieure extrêmement sensible, extrêmement efficace, mais aussi extrêmement coûteux en énergie. Et ce système d'alerte, il ne s'éteint pas forcément la nuit. Il continue de surveiller même pendant le sommeil. C'est pour cela que certaines personnes se réveillent au moindre bruit, au moindre changement dans leur environnement. Leur corps est en état de veille permanente et même quand il est censé s'y reposer. Si tu te reconnais dans cette description, je voudrais te dire quelque chose d'important. Cette vigilance que tu portes, elle n'est pas en défaut. Elle est une réponse intelligente à un environnement qui l'a exigé. Mais aujourd'hui, peut-être que cet environnement n'existe plus. Peut-être que les dangers que tu surveilles ne sont plus là. Et ton système d'alerte, lui, n'a pas encore reçu le message qu'il peut se détendre. Apprendre à déposer cette vigilance, à lui dire « tu peux te reposer maintenant, tout va bien », c'est l'un des travaux les plus profonds et les plus libérateurs que nous puissions faire. Et c'est un travail qui demande du temps, de la douceur et souvent un accompagnement, mais il est possible. Si ce contenu résonne en toi, si tu as l'impression que ces mots décrivent quelque chose que tu n'avais jamais su nommer, je t'invite à t'abonner et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Nous sommes plus nombreux que nous le pensons à vivre ces choses-là en silence. Parlons maintenant de quelque chose que j'aime appeler la fatigue de l'identité. C'est une forme de fatigue moins évidente, moins visible, mais qui peut être profondément épuisante. Nous jouons tous des rôles, c'est inévitable, c'est humain. Nous sommes parents, enfants, partenaires, collègues, amis.
Et dans chacun de ces rôles, nous nous adaptons. Nous ajustons notre ton, notre comportement, nos attentes. C'est une forme de souplesse sociale qui est nécessaire et saine, mais parfois cette adaptation va trop loin. Parfois nous finissons par jouer des rôles si différents de qui nous sommes vraiment que chaque journée devient une performance épuisante. Nous disons ce que les autres veulent entendre. Nous faisons ce que les autres attendent, nous sourions quand nous avons envie de pleurer, nous disons « ça va » quand ça ne va pas. Et cette dissonance entre ce que nous montrons et ce que nous ressentons vraiment est une source d'épuisement considérable. Les psychologues appellent cela le travail émotionnel de surface par opposition au travail émotionnel profond. Dans le travail émotionnel de surface, nous affichons des émotions que nous ne ressentons pas vraiment. Et ce décalage coûte énormément d'énergie. Je pense à toutes ces personnes qui m'ont dit à un moment ou à un autre « je suis tellement fatigué de faire semblant que tout va bien ». De faire semblant d'être forte, de faire semblant de ne pas avoir besoin d'aide. Cette fatigue-là est réelle, elle est profonde et elle ne se résout pas avec une bonne nuit de sommeil. La question qui se pose alors, et c'est une question à la fois simple et vertigineuse, est « qui es-tu quand tu n'es plus en train de jouer un rôle ?» Quand tu n'es plus la mère parfaite, la collègue efficace, l'ami toujours disponible, la femme forte, qui es-tu toi au fond? Je ne te demande pas de répondre à cette question maintenant. Mais je t'invite à la laisser résonner en toi, parce que souvent la fatigue profonde est un signal que quelque chose en nous essaye de revenir à la surface. Quelque chose d'authentique, de vrai, qui a été mise de côté depuis trop longtemps. Et cette partie de toi qui essaie de revenir, elle mérite d'être accueillie avec douceur, avec curiosité, sans jugement. Laisse-moi maintenant te parler d'un aspect très concret de la fatigue chronique, quelque chose que la recherche en neurosciences a mis en lumière ces dernières années et que je trouve fascinant. Je veux te parler du rôle du stress chronique dans la qualité du sommeil. Nous savons tous que le stress nuit au sommeil. Mais ce que nous savons moins, c'est à quel point le stress chronique, c'est-à-dire un stress de faible intensité mais persistant, peut altérer profondément la qualité de notre sommeil, même sans que nous nous en rendions compte. Voici ce qui se passe. Quand nous sommes stressés, notre corps libère du cortisol, l'hormone du stress. Le cortisol est extraordinairement utile dans les situations de danger immédiat. Il nous prépare à l'action, il aiguise nos sens, il mobilise notre énergie, mais le problème c'est que notre corps ne fait pas toujours la différence entre un danger physique réel et une inquiétude mentale abstraite. Pour lui, une pensée anxieuse peut déclencher la même réponse qu'un prédateur qui approche. Et dans notre vie moderne, les sources d'inquiétude sont constantes. Les finances, la santé, les relations, le travail, l'avenir. Notre cerveau est constamment en train d'évaluer des menaces potentielles et notre corps répond maintenant à un niveau de cortisol plus élevé que la normale jour après jour. Ce cortisol chroniquement élevé a un effet direct sur le sommeil. Il rend l'endormissement plus difficile. Il fragmente le sommeil en provoquant des micro-éveils dont nous n'avons parfois même pas conscience. Et surtout, il réduit la proportion de sommeil profond, ce sommeil lent et réparateur pendant lequel notre corps se régénère vraiment. Résultat, nous dormons le nombre d'heures théoriquement suffisant, mais nous ne passons pas assez de temps dans les phases de sommeil les plus réparatrices et nous nous réveillons épuisés. Ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas une question de discipline, c'est une question de chimie, de biologie, et comprendre cela devrait nous permettre de nous regarder avec un peu plus de compassion. Parce que si tu te lèves fatigué chaque matin, ce n'est pas parce que tu es faible, ce n'est pas parce que tu ne sais pas te reposer. C'est peut-être parce que ton corps vit dans un état d'alerte chronique et qu'il a besoin d'aide pour en sortir. Et cette aide, elle peut venir de plusieurs endroits. Elle peut venir d'une pratique de pleine conscience qui aide à réduire le niveau de cortisol. Elle peut venir d'une thérapie qui aide à identifier et à traiter les sources de stress sous-jacentes. Elle peut venir de changements dans le mode de vie, dans les habitudes, dans les priorités. Elle peut venir simplement d'une décision de se prendre davantage au sérieux. Si ce contenu t'aide à mieux te comprendre, pense à laisser un like et à t'abonner. Ces conversations sont importantes et les partager, c'est aussi une façon de prendre soin des personnes que tu aimes. Je voudrais maintenant te parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et que j'aborde souvent dans mes livres et mes conférences. Je veux te parler de la relation entre la fatigue et l'estime de soi. Cela peut sembler surprenant au premier abord. Quel rapport y a-t-il entre se sentir fatigué et l'image que l'on a de soi-même? En réalité, ce rapport est très profond et il fonctionne dans les deux sens. D'un côté, une faible estime de soi peut contribuer directement à la fatigue. Voici comment.
Les personnes qui ont du mal à s'estimer, qui se jugent sévèrement, qui ne se croient pas dignes d'être aimées ou respectées telles qu'elles sont, ont tendance à compenser en faisant davantage. Elles travaillent un plus pour prouver leur valeur. Elles disent oui quand elles voudraient dire non parce qu'elles ont peur de décevoir, peur d'être rejetées. Elles sacrifient leurs propres besoins pour répondre aux besoins des autres parce qu'elles ont appris quelque part que leurs propres besoins comptaient moins. Ce mode de fonctionnement est épuisant. Il est épuisant de toujours devoir mériter sa place. Il est épuisant de ne jamais se sentir assez bien. Il est épuisant de vivre dans la peur constante du jugement des autres. Et de l'autre côté, la fatigue chronique elle-même peut éroder l'estime de soi. Quand on est constamment épuisé, on fonctionne moins bien, on est moins patiente, moins créative, moins présente. Et on peut commencer à se juger pour cela, à se dire « je suis nul, je n'y arrive pas, les autres font bien mieux que moi ». Ce qui aggrave le stress, ce qui aggrave la fatigue dans un cercle vicieux difficile à briser. J'ai vu ce cercle se refermer sur tant de personnes magnifiques, intelligentes, généreuses, qui se débattaient dans cet épuisement silencieux sans comprendre d'où il venait. Alors voici ce que je veux te dire avec toute la conviction que 30 ans de pratiques cliniques m'ont donné. Tu n'as pas besoin de mériter ton repos, tu n'as pas besoin de le gagner. Le repos n'est pas une récompense. C'est un besoin fondamental au même titre que manger ou respirer. Et tu y as droit simplement parce que tu es humaine. Cette idée, aussi simple qu'elle paraisse, peut être révolutionnaire pour certaines personnes. Parce que beaucoup d'entre nous ont grandi avec le message implicite que c'est reposer avant d'avoir tout fini était de la paresse. Que prendre soin de soi avant de prendre soin des autres était de l'égoïsme. Que ses propres besoins devaient toujours passer en dernier. Ces messages, nous les avons reçus de notre famille, de notre culture, de notre éducation, ils ne sont pas vrais. Et les remettre en question, les examinèrent, les remplacèrent par des croyances plus justes et plus bienveillantes envers soi-même. C'est l'un des travaux les plus libérateurs que nous puissions faire. Parlons maintenant de quelque chose de très pratique, parce que je crois qu'une bonne compréhension doit toujours déboucher sur des pistes concrètes. Je veux te parler de ce que j'appelle les rituels de décompression. L'une des raisons pour lesquelles tant de personnes ne récupèrent pas vraiment pendant leur sommeil, c'est qu'elles ne font pas la transition entre l'état d'activité et l'état de repos. Elles passent directement de l'agitation de la journée au lit en espérant que le sommeil fera le travail de décompression à leur place. Mais le cerveau ne fonctionne pas ainsi. Il a besoin d'une période de transition, d'un sas de décompression pour passer progressivement d'un état d'alerte à un état de calme, pincé en plongeur qui remonte des profondeurs. S'il remonte trop vite, il risque de graves complications. Il doit faire des paliers de décompression, s'arrêter à différentes profondeurs pour laisser son corps s'adapter. Nous avons besoin de quelque chose d'analogue pour notre esprit. Ces rituels de décompression peuvent prendre de nombreuses formes. Pour certains, c'est une marche lente le soir, sans téléphone, sans objectif, juste pour laisser les pensées se déposer. Pour d'autres, c'est quelques minutes de lecture d'un livre qui n'a rien à voir avec le travail. Pour d'autres encore, c'est écrire quelques lignes dans un journal, pas pour analyser, pas pour résoudre, mais juste pour déposer sur le papier ce qui s'est passé dans la journée. Ce qui importe, ce n'est pas la forme du rituel. Ce qui importe, c'est son intention. L'intention de signaler à ton corps et à ton esprit, la journée est terminée. Tu peux commencer à te déposer. J'ai une pratique personnelle que je partage souvent. Chaque soir, avant de me coucher, je prends quelques minutes pour penser à 3 choses qui ont été bien dans ma journée. Pas des grandes choses, pas des exploits, et des petites choses, la tasse de café du matin, une conversation qui m'a touché, un moment de beauté dans la rue. Ces simples exercices que la recherche en psychologie positive a largement validés aident à orienter l'attention vers ce qui nourrit plutôt que vers ce qui inquiète, et ils préparent le terrain pour un sommeil plus calme. Ce n'est pas de la pensée magique, ce n'est pas nier les difficultés, c'est simplement choisir consciemment sur quoi poser son attention avant de fermer les yeux. Si ce contenu t'aide à mieux comprendre ta fatigue et à trouver des pistes concrètes, je t'invite à t'abonner et à laisser un commentaire. Dis-moi ce qui résonne le plus pour toi, ces échanges sont précieux. Je voudrais maintenant aborder un sujet qui est, à mon sens, fondamental et qui est souvent le dernier que l'on explore quand on parle de fatigue. Je veux te parler de la relation entre la fatigue et le deuil. Deuil, c'est un grand mot et quand on l'entend, on pense immédiatement à la mort d'un être cher. Mais le deuil, dans son sens psychologique le plus large, englobe bien d'autres pertes. La perte d'un emploi, d'une relation, d'un rêve, la perte de sa jeunesse, de sa santé, d'une version de soi-même qu'on espérait devenir. La perte d'une vie qu'on imaginait et qui ne s'est pas réalisée comme prévu.
Ces deuils-là, nous les traversons souvent sans les reconnaître comme tels. Nous disons « je suis passé à autre chose, j'ai fait le deuil » alors que le travail de deuil n'a parfois pas vraiment commencé. Et un deuil non fait, une perte non reconnue, est une source d'épuisement profond. Le travail de deuil demande une énergie considérable, reconnaître ce que l'on a perdu. Ressentir la tristesse, la colère, le vide que cette perte laisse, réorganiser sa vie, son identité, ses espoirs autour de cette absence. C'est un travail qui ne peut pas être précipité, qui ne peut pas être contourné et qui, si on essaye de le court-circuiter, revient toujours nous trouver souvent sous la forme d'une fatigue inexpliquée. J'ai accompagné des personnes qui étaient épuisées depuis des années et dont l'épuisement avait commencé si on remontait le fil au moment d'une perte qu'elles n'avaient jamais vraiment traversée. Un divorce, un licenciement, un projet abandonné, une amitié perdue. Des choses qui peuvent sembler petites de l'extérieur, mais qui à l'intérieur avaient laissé une blessure profonde, une blessure qui consommait silencieusement leur énergie depuis des années. Quand nous avons pu mettre des mots sur cette perte, quand nous avons pu lui donner la place qu'elle méritait, quelque chose se déposait, pas immédiatement, pas complètement, mais progressivement. Comme si l'énergie qui était mobilisée à tenir la perte à distance pouvait enfin être libérée. Alors je t'invite à explorer cette question. Est-ce qu'il y a dans ta vie une perte que tu n'as pas encore vraiment traversée ? Quelque chose que tu as mis de côté parce que ce n'était pas le moment, parce qu'il fallait être forte, parce que la vie continuait. Si oui, peut-être c'est là que se cache une partie de ta fatigue. Abordons maintenant quelque chose d'un peu différent, quelque chose qui touche à notre rapport au corps. Parce que quand on parle de fatigue psychologique, on oublie parfois que le corps et l'esprit ne sont pas séparés. Ils sont un, et ce qui se passe dans l'un se répercute inévitablement dans l'autre. Il y a une chose que j'observe souvent chez les personnes qui souffrent de fatigue chronique. Elles ont une relation difficile avec leur corps. Soit elles l'ignorent, elles vivent dans leur tête et traitent leur corps comme un simple véhicule qu'elles doivent entretenir minimalement. Soit elles le maltraitent en le poussant au-delà de ses limites, en ignorant ses signaux de fatigue et en lui refusant le repos dont il a besoin. Dans les deux cas, il y a une forme de déconnexion. Et cette déconnexion est à la fois une cause et une conséquence de la fatigue. Notre corps est extraordinairement sage. Il sait ce dont il a besoin. Il envoie des signaux constants, des signaux de faim, de soif, de fatigue, de tension, de bien-être. Et quand nous apprenons à y répondre avec bienveillance, notre corps commence à nous faire confiance. Et cette confiance, cette alliance entre le corps et l'esprit est une source d'énergie profonde. La pleine conscience du corps, ce que l'on appelle parfois le body scan ou le scan corporel, est une pratique que je recommande souvent. Elle consiste simplement à porter son attention sur les différentes parties de son corps sans chercher à changer quoi que ce soit, juste pour sentir, juste pour être présent à ce que l'on ressent physiquement. C'est une pratique qui peut sembler simple, voire banale, mais dont les effets sur la qualité du sommeil et sur le niveau d'énergie sont documentés et significatifs. Parce que quand nous habitons notre corps, quand nous y sommes présents, nous sortons du tourbillon des pensées, nous revenons à quelque chose de concret, de tangible, de vivant. Et cette présence au corps est l'une des formes de repos les plus profondes qui soient. Si ce contenu te touche et que tu souhaites continuer à explorer ces thèmes avec moi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Chaque épisode est une invitation à mieux se comprendre, à mieux prendre soin de soi. Laisse-moi maintenant te parler de quelque chose que j'appelle la fatigue de la perfectionniste. Et je dis la perfectionniste en utilisant le féminin, non pas parce que le perfectionnisme est exclusivement féminin, mais parce que dans ma pratique, ce sont souvent des femmes qui viennent me voir avec cette forme particulière d'épuisement. Le perfectionnisme, dans sa forme saine, est une belle qualité. C'est le souci du travail bien fait, l'attention aux détails, l'exigence envers soi-même. Mais dans sa forme excessive, il devient un tyran intérieur implacable. Un juge qui ne dit jamais c'est bien, qui déplace toujours la barre un peu plus haut, qui transforme chaque réussite en tremplin vers la prochaine exigence sans jamais permettre de s'arrêter pour savourer ce qui a été accompli. Ce tyran d'intérieur est épuisant parce qu'il ne laisse jamais de repos. Parce que dans son monde, il y a toujours quelque chose qui pourrait être mieux, toujours quelque chose qui n'a pas encore été fait, toujours une raison pour laquelle on ne peut pas encore se reposer. Et la nuit, ce tyran ne dort pas non plus. Il continue de faire l'inventaire de tout ce qui n'a pas été parfait dans la journée. Il rejoue les conversations, il identifie les erreurs, il planifie les corrections. Et toi, tu te réveilles épuisé, avec l'impression d'avoir travaillé toute la nuit. Reconnaître ce tyran intérieur, lui donner un nom, comprendre d'où il vient et surtout apprendre à lui répondre différemment, avec douceur plutôt qu'avec soumission, c'est un travail transformateur.
Parce que le perfectionnisme excessif est toujours à sa racine une forme de peur, la peur de ne pas être assez bien, la peur du jugement, la peur de l'échec. Et quand on peut toucher cette peur avec compassion, quand on peut lui dire « chez tes voix et tu n'as plus besoin de travailler aussi dur pour me protéger », quelque chose commence à se détendre. Je voudrais maintenant te parler de quelque chose d'essentiel que j'ai appris et que j'essaie de pratiquer chaque jour, l'art de la récupération active. Beaucoup de personnes pensent que le repos, c'est ne rien faire. Et donc quand elles essaient de se reposer, elles se retrouvent assises à ne rien faire, mais avec un sentiment de culpabilité intense parce qu'elles ne font rien, et avec un esprit qui continue de tourner parce qu'il n'a rien pour se focaliser. Et ce n'est pas du repos. C'est de l'inaction inconfortable. La récupération active, c'est différent. C'est choisir consciemment des activités qui régénèrent, qui nourrissent, qui permettent à l'esprit de se déposer naturellement parce qu'il est engagé dans quelque chose de plaisant et de non exigeant. Pour certains, c'est jardiner. Pour d'autres, c'est cuisiner quelque chose de simple. Pour d'autres encore, c'est faire une promenade sans destination, observer les oiseaux, écouter de la musique, dessiner, tricoter. Ces activités ont quelque chose en commun, elles engagent suffisamment l'attention pour calmer le bruit mental, mais elles ne demandent pas d'efforts cognitifs intenses. Elles permettent à l'esprit de se promener librement, de se déposer, de se régénérer. Les recherches sur la restauration de l'attention, notamment les travaux de la psychologue Rachel Kaplan, montrent que les environnements naturels ont une capacité particulière à restaurer nos ressources attentionnelles. Passer du temps dans la nature, même une courte promenade dans un parc, peut significativement réduire le niveau de stress et restaurer la capacité de concentration. Ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité psychologique. Alors si tu n'as pas le temps de grain de retraite dans la nature, si ta vie ne te permet pas des heures de repos contemplatif, commence petit, 10 minutes dans un jardin. Une pause sur un banc pour regarder les arbres. Un moment à la fenêtre pour observer le ciel. Ce petit moment de connexion à quelque chose de plus grand que nos préoccupations immédiates ont un effet réel sur notre niveau d'énergie. Je veux maintenant aborder un aspect que je considère comme l'un des plus importants de toute cette conversation. Je veux te parler de la qualité de tes relations et de son impact sur ta fatigue. Nous sommes des êtres sociaux, notre cerveau est câblé pour la connexion, pour le lien, pour appartenir à un groupe, et la qualité de nos relations a un impact direct et profond sur notre niveau d'énergie. Il y a des relations qui nous nourrissent, des relations dans lesquelles nous nous sentons vus, entendus, acceptés, des relations dans lesquelles nous pouvons être nous-mêmes sans avoir à jouer un rôle. Ces relations sont régénérantes. Après une conversation avec quelqu'un qui nous nourrit vraiment, on se sent souvent plus vivant, plus légère, plus énergique, même si la conversation a duré des heures. Et puis, il y a des relations qui nous épuisent, des relations dans lesquelles nous devons constamment nous adapter, nous surveiller, gérer les émotions de l'autre, marcher sur des œufs, des relations dans lesquelles nous nous sentons incompris, chougés ou simplement invisibles. Ces relations consomment une énergie considérable, même quand elles ne sont pas conflictuelles. Parfois, surtout quand elles ne sont pas conflictuelles, parce que nous dépensons beaucoup d'énergie à maintenir une apparence de normalité. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut couper toutes les relations difficiles. La vie est plus complexe que cela. Mais je t'invite à regarder honnêtement les relations qui composent ta vie et à te demander lesquelles me nourrissent, lesquelles me vident, et est-ce que je peux faire quelque chose pour rééquilibrer cette balance. Parfois, rééquilibrer signifie mettre des limites. Apprendre à dire non, à ne pas être disponible 24 heures sur 24, à protéger son énergie avec la même détermination qu'on protégerait sa santé physique. Parce que l'énergie psychique est une ressource précieuse et limitée, et nous avons le droit de choisir à qui et à quoi nous la donnons. Si ce contenu t'aide, si ces mots font écho à quelque chose que tu vis, je t'invite à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. Nous approchons de la fin de notre conversation d'aujourd'hui et je voudrais prendre le temps de rassembler tout ce que nous avons exploré ensemble, de le tisser en quelque chose de cohérent que tu pourras emporter avec toi. Nous avons commencé par une constatation simple mais profonde. Le sommeil et le repos ne sont pas la même chose. Dormir est nécessaire mais insuffisant si quelque chose en nous reste intention, invigilance, un travail. Nous avons exploré les différentes formes de fatigue qui peuvent se cacher derrière l'épuisement matinal. La fatigue émotionnelle, celle des émotions non digérées qui continuent de travailler en nous pendant la nuit. La fatigue cognitive, le bruit mental incessant qui ne s'éteint pas avec la lumière. La fatigue du manque de sens, cette forme de vide intérieur qui vient d'une vie qui ne nous nourrit pas suffisamment. La fatigue de la vigilance, héritée d'environnements qui nous ont appris à rester toujours en alerte.
La fatigue de l'identité, l'épuisement de jouer des rôles qui ne nous correspondent pas. La fatigue du stress chronique et de ses effets biochimiques sur la qualité du sommeil. La fatigue liée à une faible estime de soi et au besoin constant de mériter sa place. La fatigue des deuils non faits et la fatigue du perfectionnisme, ce tyran intérieur qui ne laisse jamais de repos. C'est beaucoup, n'est-ce pas? Et tu te demandes peut-être par où commencer. Ma réponse est toujours la même. Commence par la compassion. Avant de chercher à changer quoi que ce soit, avant de mettre en place des rituels et pratiques, des habitudes nouvelles, commence par te regarder avec douceur, par reconnaître que tu portes beaucoup, que tu as fait de ton mieux avec ce que tu avais, avec ce que tu savais, avec les ressources dont tu disposais, que ta fatigue n'est pas une faiblesse mais une information. Une information précieuse sur ce dont tu as besoin, sur ce qui doit changer, sur ce qui mérite davantage d'attention. La compassion envers soi-même n'est pas de la faiblesse, c'est le fondement de tout changement durable. Parce qu'on ne peut pas se transformer depuis un lieu de honte ou d'auto-jugement. On peut seulement se transformer depuis un lieu d'acceptation et de bienveillance. Christine Neff, l'une des chercheuses les plus importantes dans le domaine de l'autocompassion, a montré que les personnes qui se traitent avec bienveillance dans les moments difficiles sont plus résilientes, plus capables de faire face aux défis et paradoxalement plus motivées à changer que celles qui se rougent sévèrement. La douceur envers soi-même n'est pas une indulgence, c'est une stratégie. Alors voici ce que je t'invite à faire simplement ce soir, avant de fermer les yeux, pose une main sur ton cœur, prends une grande respiration. Et dis-toi avec la même douceur que tu dirais à quelqu'un que tu aimes, tu as fait de ton mieux aujourd'hui. Tu peux te reposer maintenant et si une voix intérieure essaye de te dire que tu n'as pas assez fait, que tu aurais pu faire mieux, que tu n'as pas mérité ce repos, remarque cette voix. Reconnais-la ? Et dis-lui doucement, je t'entends, mais ce soir c'est la bienveillance qui a le dernier mot. Ce n'est pas une solution magique, ce n'est pas un remède instantané, mais c'est un premier pas. Et les premiers pas, aussi petits soient-ils, ont une valeur immense. Je voudrais aussi te laisser avec quelques pistes concrètes, des choses simples que tu peux commencer à explorer dès aujourd'hui. La première, c'est de créer une transition entre ta journée et ta nuit, 15 à 30 minutes avant de te coucher, mets de côté les écrans, les informations, les listes de choses à faire. Fais quelque chose de calme et de plaisant, lis quelques pages d'un livre, prends un bain chaud, écoute de la musique douce, écris quelques lignes dans un journal. L'objectif est de signaler à ton cerveau que la journée est terminée et que le moment du repos a commencé. La deuxième, c'est de pratiquer ce que j'appelle le check-in émotionnel. 2 ou 3 fois par jour, arrête-toi un instant et demande-toi « Qu'est-ce que je ressens là maintenant ?» Pas ce que tu penses, pas ce que tu dois faire, mais ce que tu ressens. Et nomme-le même silencieusement. Je suis fatiguée, je suis inquiète, je suis contente. Ce simple geste de reconnaissance émotionnelle réduit l'intensité des émotions et diminue leur coût énergétique nocturne. La troisième, c'est de t'accorder au moins une activité par jour qui te nourrit vraiment, une activité que tu fais pour toi, pour le plaisir, pour la joie, sans objectif de productivité, même 10 minutes, même 5. Ce petit espace de nourriture intérieure quotidienne est essentiel pour maintenir ton niveau d'énergie sur le long terme. La quatrième, c'est de regarder honnêtement les sources de stress chronique dans ta vie et de te demander lesquelles tu peux réduire, lesquelles tu peux déléguer, lesquelles tu peux lâcher. Parfois, nous maintenons des sources de stress par habitude, par sentiment de responsabilité, par peur de ce qui arriverait si nous les lâchions. Et parfois, quand on les lâche vraiment, on réalise que rien de terrible ne s'est produit, que le monde continue de tourner et que nous respirons enfin. Et la cinquième, peut-être la plus importante, c'est de chercher du soutien si tu en as besoin. Si ta fatigue est profonde, si elle dure depuis longtemps, si elle affecte ta qualité de vie de manière significative, tu mérites un accompagnement, un médecin pour écarter les causes physiques, un psychologue ou un psychothérapeute pour explorer les dimensions émotionnelles et psychologiques. Tu n'as pas à porter cela seul. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, une phrase qui vient de la tradition bouddhiste et qui dit « prendre soin de soi, c'est prendre soin du monde ». Parce que quand tu vas mieux, quand tu es plus reposée, plus présente, plus vivante, tu es mieux pour les autres. Tu es une meilleure mère, une meilleure amie, une meilleure collègue. Prendre soin de toi n'est pas de l'égoïsme, c'est une responsabilité. Je voudrais terminer avec une image qui me touche beaucoup et que je partage souvent. Pense à une bougie. Une belle bougie allumée dans l'obscurité. Sa lumière est douce, chaude, réconfortante. Elle éclaire ce qui l'entoure, mais si on ne prend pas soin d'elle, si on la laisse brûler sans jamais la protéger du vent, sans jamais vérifier qu'elle a ce dont elle a besoin, elle finit par s'éteindre.
Et quand elle s'éteint, ce n'est pas seulement elle qui perd sa lumière, c'est tout ce qu'elle éclairait. Tu es cette bougie. Et prendre soin de ta flamme, de ton énergie, de ton repos, de ta joie, c'est permettre à ta lumière de continuer à briller pour toi et pour tous ceux qui t'entourent. Ta fatigue n'est pas une fatalité. Et maintenant que tu commences à l'entendre, tu peux commencer à y répondre avec douceur, avec patience, avec la conviction que tu mérites de te sentir vivante, reposée et pleinement toi-même. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Merci de ta confiance, de ta présence, de ton écoute. Si ce contenu t'a été utile, si quelque chose dans ces mots a résonné en toi, je t'invite à t'abonner et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être une amie qui se plaint d'être toujours fatiguée sans comprendre pourquoi. Peut-être quelqu'un que tu aimes et pour qui tu voudrais trouver les bons mots. Ce partage, c'est aussi une façon de prendre soin des autres. On se retrouve dans le prochain épisode. Prends soin de toi vraiment.